Madame, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à la chaîne nationale et par ricochet à l'émission Portrait. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver, de vous savoir nombreux assis devant vos écrans à suivre votre attraction dominicale. Portrait qui reçoit Madame Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa. Bonjour. Installez-vous. Merci. Bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Merci. Comment vous vous sentez? Êtes-vous prête pour débuter cette émission? Oui, tout à fait prête. Très bien. Madame Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa, chers téléspectateurs, un nom et un visage qui vous sont sans doute familiers. Mais qui est-elle réellement et que fait-elle dans sa vie de tous les jours? Pour le savoir, je vous invite à suivre son portrait dressé par notre chroniqueur Ange Clotaire et c'est tout de suite. Peut-on faire partie de la crème d'un pays, être bardé de diplômes et autres distinctions honorifiques, de surcroît figurer dans une équipe gouvernementale et demeurer intrinsèquement modeste, courtois et sensible? Cela est vraiment possible et la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa, née Goma, en est l'une des illustrations. Avant d'intégrer l'exécutif congolais, cette sexagénaire a été conseillère du président de la République, chef de département de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et du développement rural de 2013 à 2021 au cabinet du chef de l'État. Docteur S Sciences, option écologie générale, spécialiste d'écologie des sols, thèse unique en 1997 de l'université Paris 6 et détentrice d'autres prestigieux parchemins comme celui d'ingénieur agronome de l'Institut supérieur d'agronomie de Bulgarie, option agriculture tropicale et subtropicale. La ministre Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa est maître assistante CAMES, enseignante chercheuse à l'université Marien Ngouapi et à l'université Denis Sassou Nguesso. Auteur ou co-auteur de nombreuses publications scientifiques, la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa a axé l'essentiel de ses travaux de recherche sur l'étude des effets des divers types d'exploitation des écosystèmes sur le fonctionnement et la dynamique des sols, sur l'impact des sols pollués sur les micro- et macro-organismes abordés sous l'angle écologique et biologique. Présente à plusieurs conférences, salons et ateliers au niveau national et international, elle est tout autant au niveau de la sphère associative et politique congolaise. Membre du bureau politique au sein du mouvement Action et Renouveau MAR en sigle, parti de la majorité présidentielle, elle est notamment présidente de la dynamique pour le développement socio-économique de la Lékoumou. Femme de culture, la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa parle français, bulgare, lingala et kituba. Mariée et mère d'un enfant, cette passionnée de rumba, de blues et de jazz sait se maintenir à travers notamment la marche sportive, d'où certainement sa réactivité à sillonner la République, surtout à la survenue d'une catastrophe ou de toute autre situation incommodante qui affecte l'équilibre social. De retour sur ce plateau, Madame la Ministre, vous venez donc là
de suivre votre portrait dressé par notre chroniqueur, avez-vous un commentaire, quelque chose à ajouter ou à retrancher? C'est parfaitement moi. J'aimerais rajouter, après le diplôme d'agronome, je suis passée par Paris 12 où j'ai fait un diplôme d'études supérieures spécialisées dans la gestion des systèmes agro-silvopastoraux en zone tropicale. Donc c'est un DESS, c'est un diplôme d'études supérieures que j'ai pu obtenir avant de m'inscrire en thèse à Paris 6. Merci pour vos ajouts. Avec vous, Madame la Ministre, nous allons orienter, sinon centrer notre échange sur l'action humanitaire, puisque cela fait partie de vos attributions. Comme vient de le dire notre chroniqueur Ange Clotaire, vous êtes ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. À ce titre, Madame la Ministre, vous avez parcouru tous les départements du Congo pour porter assistance aux victimes des différentes catastrophes naturelles. Quel est le bilan que vous pouvez faire de ces opérations d'assistance humanitaire? Au jour d'aujourd'hui, je pense que nous avons assisté plus d'1,5 million Congolais touchés par les catastrophes de deux catégories. Nous avons les catastrophes dues aux inondations. C'est surtout dans la partie septentrionale, avec l'exception de Brazzaville, Pointe-Noire et d'Ivénier cette année, ce qui n'a pas été le cas les années précédentes. Et au total, quand nous faisons le point entre les inondés de 2023-2024, l'évaluation du plan national de réponse à ces sinistres des inondations nous ramener à plus d'1,7 million personnes congolais devant assister. À cela, nous rajoutons ceux des vents violents dans la partie sud, la partie centrale et dans la cuvette. Ça a été très très difficile pour nos compatriotes, mais l'État a fait face à cela. C'est vrai que nous avons reçu l'aide de nos partenaires, mais je pense que l'État est à la hauteur de la réponse. Madame la Ministre, vous venez de le dire, chaque jour qui passe, le Congo enregistre des sinistres, notamment dus au vent violent. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour apporter assistance à ces personnes-là? Le ministère dont j'ai la charge est décentralisé. Nous avons des directions départementales, des affaires sociales et de l'action humanitaire. Nous avons des circonscriptions d'action sociale appelées communément CAS. Ce sont eux qui partent vers les ménages sinistrés dès que le sinistre arrive, dès que la catastrophe arrive. Et ils font un travail d'identification, de recensement. Et à partir de là, échangent avec des populations. Et les populations émettent les besoins. Et c'est sur cette base-là que le ministère travaille et met en place un rapport. Et ce rapport part au niveau de la primature auprès du Premier ministre pour une validation afin de la mobilisation des fonds au niveau du ministère des Finances. C'est à la suite de ce retour financier que le ministère s'emploie à aller au chevet des compatriotes sinistrés. Alors, le contenu des kits, nous apportons des matelas. Vous voyez, tout dernièrement, dans le grand bateau, avec trois embarcations sur le bateau Ville de Brazzaville, il y avait des milliers et des milliers de matelas. Et c'est pour aider ces populations qui sont sinistrées, pour leur donner un petit coussin pour pouvoir dormir avec les enfants et apporter de l'alimentaire, puisque vous savez que pendant ces catastrophes, il y a des plantations entières qui sont détruites, qui sont dévastées, très souvent avec des inondations. Et donc, oui, nous apportons de l'alimentaire à côté de cela. Cette année, vous avez vu que nous avons apporté aussi du matériel pour un relèvement précoce. L'aide que nous apportons, ce n'est pas une aide durable.
Si vous apportez un sac de riz ou un demi-sac de riz à un ménage, ça ne va pas permettre au ménage de vivre longtemps. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les aider à ce qu'ils puissent se relever, que le ménage puisse se relever rapidement. Dans le kit, il y a aussi de fournitures scolaires pour les enfants, les élèves, parce que souvent dans cette débandade, les cahiers sont mouillés, il n'y a plus de tenue, il n'y a plus de cartable. En collaboration avec le ministère de l'Éducation préscolaire, primaire et secondaire, avec le ministre Muntu, nous avons amené aussi des fascicules pour permettre aux enfants qui sont dans les classes d'examen de pouvoir être à jour avec les autres qui n'étaient pas en zone d'inondation. Avec la contribution du partenaire le FUNEAP. À côté, dans les zones de vents violents, et là-bas, nous apportons du matériel pour permettre aux ménages d'essayer de se reconstruire, d'où la présence des tôles, de l'étanchéité, des pointes. Madame la ministre, après ces inondations, le gouvernement avait lancé un appel à la solidarité nationale et internationale. Cet appel, Madame la ministre, a-t-il été suivi? L'appel a été suivi en partie. Du côté congolais, je profite de votre caméra pour remercier et saluer encore ce jeune Congolais qui était venu, qui n'avait pas grand-chose, qui est venu avec ses 30 000 francs pour contribuer. Tout Congolais devait se mobiliser parce que personne ne va être inondé. À Brazzaville, par exemple, nous avons des quartiers qui, en ce moment, sont en proie des érosions. Le sable qui a envahi des maisons. Alors, ces personnes-là, personne ne voudrait être dans cette situation. Mais si les Congolais pouvaient comprendre qu'aujourd'hui, c'est le voisin, demain, ça peut être mon tour. Alors, est-ce qu'il ne faut pas contribuer? C'est vrai que l'État essaie de faire, mais l'État a beaucoup de responsabilités, a beaucoup de charges. La catastrophe n'est pas planifiée. Ce n'est pas prévu. Mais ça arrive, vous devez faire face à cela. Et donc, ça doit être la mobilisation de toute la nation. Nos amis turcs qui sont venus avec un kit qu'ils ont évalué à hauteur de 33 millions de francs CFA. Nous avons reçu aussi de nos amis de 60 ans, comme nous sommes en pleine célébration des 60 ans de l'amitié sino-congolaise. Et ils nous ont apporté 60 millions de francs CFA. Les humanitaires qui sont partis, nous avons eu 10 médecins qui étaient à bord du bateau, mais à côté de cela, il y avait des travailleurs du ministère des Affaires sociales, la solidarité et l'action humanitaire. Vous savez, quand nous partons comme ça pour l'assistance, c'est tout le monde, que vous soyez au niveau des affaires sociales ou au niveau du département action humanitaire ou au niveau de la solidarité, c'est tout le monde qui prend son sac à dos, qui rentre dans le bateau et qui part. Mais quand on arrive dans les grandes localités comme Moussaka, Makotipoko, mais après il faut prendre des embarcations de fortune pour aller dans des villages, pour aller dans d'autres localités comme Boignela, comme Bokoma. Il faut prendre à partir de Moussaka, vous prenez les barrières, vous partez sur Bokoma et Boignela. C'est 3 jours de navigation et ce n'est pas facile pour des personnes qui ne sont pas les personnes forcément de la partie septentrionale qui savent nager. Et vous voyez, des véhicules, nous avons emprunté, nous avons fait la route et ce n'était pas toujours dans les conditions des routes bitumées ou entretenues. Hein, nous avons pris des hélicoptères, ce n'est pas parce qu'on voulait prendre l'hélicoptère, mais c'est parce qu'il fallait atterrir à Toku où on n'a pas la possibilité, ou aller atterrir à Yaya ou à Mayoko. C'est un grand bonheur quand vous voyez les compatriotes qui sont heureux de pouvoir vous accueillir et accueillir les dons envoyés par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, parce qu'il faut le dire. Il faut le dire, c'est sa volonté, c'est lui qui donne, qui instruit le gouvernement pouvoir faire face à cette aide humanitaire qu'il faut apporter aux compatriotes en situation difficile. Madame la ministre, dites-nous, le Congo dispose-t-il de fonds de solidarité pour faire face aux affres des changements climatiques? Nous sommes en train de travailler dessus.
Avec l'instruction de Monsieur le Premier ministre-chef du gouvernement, nous avons pris l'engagement, nous attendons que la loi qui crée le Fonds national de solidarité soit votée pour que officiellement nous puissions le dire, nous puissions le décréter que désormais nous avons un Fonds national de solidarité. Mais je pense que rapidement, il faudra que nous arrivons à mettre en place ce fonds. Nous avons commencé cette année, mais il faut formaliser cela et il faut rechercher aussi des entrées d'argent, comment nous allons alimenter ce Fonds national de solidarité. Parce que nous sommes un pays de plus en plus en proie au changement climatique. Avant 2019, de l'histoire de notre pays, les inondations, c'était des catastrophes exceptionnelles. C'était tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Depuis 2019, c'est chaque année que nous sommes frappés par des catastrophes naturelles. Si les inondations ou des vents violents. Vous voyez, cette année, je peux vous dire, pratiquement, nous avons fait les 12 départements. Et dans les 12 départements, il y a eu des catastrophes partout. Nous avons d'ailleurs eu, pour le district de Mayoko, nous avons eu des pluies à base de grêlons, c'est-à-dire de la glace qui est tombée, ce que les populations n'avaient jamais vu. Dans cette zone-là, vous savez, nous sommes très superstitieux, hein, qui disaient, c'est quoi, nous n'avons jamais vu ça, c'est quoi la glace qui tombe, trous, les tôles des maisons. Ce sont les phénomènes que nous devons nous préparer à faire face à cela. Cette année encore, là, quand j'écoute les météorologues qui disent oui, ben, il faut vous préparer, madame, vous risquerez encore de courir. Donc nous croisons les doigts pour pas que cela arrive. Madame la ministre, le gouvernement préconise-t-il des solutions durables face aux inondations? Oui, nous sommes en réflexion puisque les compatriotes ne veulent pas bouger de là. Après échange avec le roi de Mbaya avait accepté de nous céder. Nous sommes d'ailleurs allés visiter le site pour permettre aux compatriotes de Makotipoko de pouvoir sortir des eaux pendant les périodes de crue, essayer de se réfugier là, dans le village de Mbaya, le temps que les eaux se retirent. Mais je pense que vous avez dû suivre la réponse des populations, c'était complètement niette. Elles ont dit qu'elles étaient les peuples d'eau et donc elles ne se voyaient pas vivre là où il n'y avait pas de l'eau. Donc le gouvernement, justement, face à cela, est en train de travailler pour voir quel type de réponse ou de solution trouver pour ces zones-là. Déjà, le président de la République avait déjà commencé à travailler pour Mosaka, puisque Mosaka avait été dragué. Mais là, les inondations que nous avons eues cette année nous ont ramené à l'ordre en disant malgré le dragage, Mosaka a été inondé quand même. Je l'ai dit un peu plus haut, vous êtes dans l'action humanitaire et votre poste, sinon votre statut, vous oblige à partir du nord au sud du Congo, sinon un peu partout. Qu'est-ce que cela vous fait de voir les Congolais en détresse? Est-ce que vous avez le cœur à supporter ça? On va laisser le poste de Madame la ministre. Comme je venais de le dire, ce n'est pas toujours facile de voir les autres en détresse. Qu'est-ce que vous ressentez? Quand vous donnez de l'amour à une personne qui en a besoin, vous ressentez, vous recevez en retour cet amour et ça fait beaucoup de bien. Quand je vais au chevet de mes compatriotes sinistrés, je ne vais pas seulement parce que je suis ministre. Oui, si je n'étais pas ministre, je n'allais pas le faire. Je vais en tant que ministre, mais je vais en tant qu'être humain. Et c'est ce que je n'arrête pas de dire aux compatriotes, à vous, à lui. C'est d'accepter de compatir avec le prochain qui est comme vous, qui est en situation de détresse. Vous n'allez pas le faire avec du haut de nos talents ou du haut de nos titres de ministre. Vous allez le faire parce que vous êtes être humain, que ça peut aussi vous arriver. Et que lui aussi, c'est un être humain qui est en situation de difficulté, en situation de précarité. Et vous le faites avec tout votre cœur. Moi, ça me
J'ai été plusieurs fois presque au bord de larmes, de bonheur, de voir une maman âgée, fatiguée, une vieille personne qui a déjà tout donné et qui n'attend plus que son jour de départ pour quitter cette terre. Mais quand vous avez une personne comme ça en face de vous, et quand la personne vous tend ses bras pour vous embrasser, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez que tomber dans ses bras pour partager cet amour qu'elle vous donne. Quand vous avez une personne de troisième âge qui vous dit merci maman, dites au chef de l'État, merci beaucoup, que Dieu le bénisse. Vous voyez que les personnes reçoivent avec beaucoup d'amour ce que vous leur apportez. Je suis la personne qui est en mission, envoyée par le président de la République pour aller assister ses compatriotes qui sont en détresse. Et donc on le fait pas sans ressentir quand vous voyez la situation dans laquelle se trouvent nos compatriotes. Je pense que vous avez vu cette maman, cette personne âgée, aveugle, à Makwa, qui vit dans une situation assez délicate. Et quand vous allez voir une personne comme ça, qu'est-ce que vous lui offrez? En dehors des matelas que vous lui apportez, la nourriture et tout ce que vous pouvez faire, mais ce dont elle a besoin, c'est de votre amour. C'est de votre regard, un regard d'humain. Pas un regard d'extraterrestre, mais c'est un regard d'humain. Ce même regard que nous recherchons auprès des autres. À présent, changeons un peu de registre. Vous êtes enseignante, chercheuse à l'université Marien Ngouabi et aussi à l'université Denis Sassou Nguesso. Vous êtes également maître assistant CAMES. Pour plus d'un Congolais, Madame la ministre, être ministre, c'est déjà accéder au sommet, sinon à l'apogée d'une carrière. Pourquoi continuez-vous à pratiquer le métier d'enseignant? Est-ce pour augmenter vos revenus mensuels, je le dis avec beaucoup d'humour, ou vous le faites par passion? J'ai commencé à enseigner en 2005 ou 2006 comme vacataire à l'université Marien Ngouabi. À l'époque, c'était l'IDR, avant qu'on ne passe à l'UNSAF, à l'École nationale supérieure d'agronomie et de foresterie, mais anciennement IDR. Je pense que j'ai beaucoup étudié et je voudrais partager et transmettre ce savoir auprès des étudiants, auprès des futurs cadres de ce pays. Partager cette passion pour leur dire, surtout aux jeunes dames, qu'elles peuvent y arriver et elles peuvent étudier. Pour moi, ne pas dispenser les cours, c'est comme si je gardais un secret. Un secret pour moi que je ne veux pas partager. Alors qu'il faut le partager et faire comprendre aux étudiants que le secteur ou le domaine que vous avez choisi, c'est un domaine de la vie. Parce que sans le sol, nous ne pouvons pas manger. Sans le sol, nous ne pouvons pas marcher. Sans le sol, nous ne pouvons pas construire. Et donc, il faut apprendre à bien gérer ce sol pour que nous puissions continuer à avoir la vie. À présent, chers téléspectateurs, je vous invite à suivre l'une des rubriques de notre émission consacrée aux témoignages et c'est tout de suite. Alors, ma relation avec Madame la ministre Kimbatsa, Irène, Cécile, Marie, elle a beaucoup de prénoms. C'est une très longue histoire qui a commencé en Bulgarie, où je l'ai accueillie quand j'étais en deuxième année, parce qu'elle a obtenu, elle également, la bourse de l'État pour étudier en Bulgarie, et finalement, dans le même institut que moi, l'Institut supérieur d'agronomie de Plovdiv, dans la ville de Plovdiv, en Bulgarie. Et donc, nous nous sommes connus en ce moment-là. Et nous avons, vous savez comment ça se passe,
le séjour des étudiants. Donc nous étions dans un campus, dans le même campus. Et donc nos relations se sont affermies comme deux sœurs. Et nous avons passé des moments récréatifs ensemble, des moments d'études ensemble, des moments en communauté. Et c'était devenu une très, très, très grande famille. Madame la ministre est une dame très ouverte depuis sa jeunesse. Elle était comme ça, très enthousiaste, ouverte, qui, dès qu'elle voyait quelqu'un, elle avait envie de connaître la personne, de lier une relation d'amitié avec la personne. Elle est comme ça, elle est restée comme ça. Alors, changement, je pense pas. Hein. Moi, je dirais qu'elle reste telle qu'elle est. C'est une dame très engagée. Je crois que vous suivez dans les médias comment elle est engagée dans le cadre de ses fonctions actuelles. Elle aime aider les autres. Donc là, elle part de localité en localité pour aller aider nos compatriotes. C'est ce qu'elle est en réalité, même dans sa vie personnelle. C'est une dame ouverte, comme je l'ai dit, qui aime aider les autres, qui aime tisser des amitiés. Et moi, j'aimerais qu'elle ne change pas, qu'elle reste telle qu'elle est. Maintenant, c'est que quand elle est engagée dans une mission, elle oublie tout le reste. Et peut-être que j'aimerais lui dire de prendre un peu de temps pour elle aussi et de prendre un peu de temps pour notre passion commune, qui est l'agriculture. Parce qu'il nous manque réellement du temps pour cela. Nous avons été conseillères du chef de l'État en même temps et aujourd'hui ministre aussi en même temps. J'aimerais juste dire que nous sommes tellement passionnés par notre travail qu'on affecte presque la majorité de notre temps à cette mission confiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc j'aimerais qu'elle nous laisse un peu de temps pour les projets communs agricoles que nous avons ensemble. Et c'est de quoi je reparle. Madame la ministre, nous venons de suivre ce témoignage de Madame la ministre Rosalie Matondo. Quel commentaire faites-vous? Madame Rosalie Matondo, c'est une sœur, c'est une collègue. Nous avons eu une grande histoire. Nous sommes rentrés, nous avons encore eu la chance d'être encore ensemble au cabinet du chef de l'État. Nous avons été nommés dans le même décret. Elle, conseiller du président dans le domaine de l'environnement, de la forêt, et moi, conseiller du président de la République dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et du développement rural. Et donc, voilà, nous avons parcouru ce chemin. Elle est sortie du cabinet du chef de l'État un peu avant nous, puisqu'elle a été nommée ministre avant. Et puis voilà, donc c'est une sœur. C'est une sœur pour moi, elle est collègue, ministre. Madame la ministre, comment arrivez-vous à concilier vie familiale et vie professionnelle? Je l'ai dit un peu plus haut, vous êtes toujours partie pour apporter votre assistance aux autres, mais à côté, vous êtes mariée, vous êtes mère également. Et grand-mère. Et grand-mère, très bien. Comment faites-vous? Avec mon époux, ce n'est pas un souci. Parce que moi, j'ai toujours bougé. J'ai passé 6 ans en Bulgarie et lui, il était étudiant en thèse en France. Nous nous voyons que pendant les vacances. Et quand j'ai commencé avec mon 2SS déjà, j'ai commencé à me déplacer pratiquement chaque année pour minimum 4 mois, sinon 3 mois. Et donc, nous sommes un peu habitués à vivre comme ça et c'est toujours moi qui pars beaucoup puisque j'ai un domaine assez... déjà, la recherche me demandait de partir. L'enseignement, puisque nous étions basés à Pointe-Noire quand nous sommes rentrés. Et donc, quand je venais enseigner en tant que vacataire à Brazzaville, lui, il était toujours à Pointe-Noire. Et puis là, j'ai un secteur qui me demande d'aller au chevet de nos compatriotes. Et lui, il m'accompagne très bien dans ça. Et puis, les enfants à cet âge, on n'a plus d'enfants, on n'a plus de bébés. On a plutôt des petits-enfants qui viennent en vacances. Et quand ils sont là, c'est un peu des périodes un peu creuses où il n'y a pas forcément beaucoup de catastrophes. Et on arrive à être mamie. Voilà, on arrive à coordonner. Mais ce que je peux vous dire, qu'il faut avoir
il faut avoir son temps. Il faut avoir un temps pour travailler et il faut avoir un temps pour sa famille. Vous ne pouvez pas travailler comme on le fait. Moi, souvent, je quitte le bureau, il est 18h, 19h, et puis arriver à la maison, ramener des parapheurs. Là, vous n'avez plus de vie. Il faut savoir séparer. Bon, le travail, on a fini. Chaque chose a son temps. Et puis, vous consacrez une vie à vous-même aussi, puisque nous sommes des êtres humains. Si on n'a pas un petit temps de repos, eh bien, écoutez, la santé prend un coup. Donc, il faut essayer de compartimenter la journée. À présent, place aux loisirs. Madame la ministre, dites-nous, que faites-vous pendant vos moments de liberté? Pour dire simple, quels sont vos loisirs? J'aime bien faire la marche. J'aime bien marcher, ça me permet de respirer, de souffler, de m'évader quand je marche à l'extérieur de mon domicile. Et puis j'aime bien écouter la musique. Parlant de musique, qui est votre musicien préféré? Oh, ça dépend. Ça dépend où est-ce qu'on est. Si on va vers nos parents américains, noirs américains, j'aime bien Ray Charles, j'aimais bien Aretha Franklin, j'aimais bien écouter. J'aime bien écouter. Et du côté de la nation, j'aime bien la musique des Bantous. De l'autre côté du rive, j'aime bien le petit Fally Ipupa. Et puis, j'aime bien danser. C'est quoi votre plat préféré? Ouf, mon plat préféré. Vous savez que je ne suis pas une grande mangeuse, mais j'aime bien le poisson. J'aime bien manger du poisson, bouillon de poisson, au poisson de mer, au poisson d'eau douce. J'aime bien. Mais tout ce qui est lourd, et puis le pondou. Le pondou, je peux le manger du lundi à dimanche. J'aime bien manger le pondou. Madame la ministre, j'espère que vous avez l'esprit sportif parce que je vais vous titiller un peu avec cette question. Vous êtes ministre, là nous parlons des plats. Avez-vous le temps de cuisiner? Parce que vous êtes marié, j'imagine qu'avec votre poste, vous avez des maîtres d'hôtel, sinon une panoplie de personnes qui sont là pour vous apporter à leur tour l'assistance. Est-ce que vous avez le temps de préparer? Vous préparez? Si je vous dis que là, je prépare encore régulièrement, j'aurais menti. Je préfère ne pas mentir. Mais de temps en temps, je cuisine beaucoup plus quand je pars auprès de ma fille. Quand je vais en France chez ma fille, c'est moi qui fais à manger. Je fais à manger tous les jours. Le temps où je suis chez elle, elle travaille. Et donc, moi, j'aime bien quand mes petits-enfants viennent de l'école, je leur fais à manger. La nourriture est déjà prête et quand ils rentrent, oui, je prépare beaucoup là-bas. Mais ici, c'est de plus en plus difficile parce que quand je rentre, je vous ai dit tout à l'heure que je rentre autour de 18h, 19h. Et quand je rentre à 19h, bon, je vais bien m'asseoir. Hein. Je vais bien m'asseoir sur mon canapé et puis regarder la télé, suivre les émissions de Télé Congo, écouter un peu de la musique pour changer un peu de tout ce que j'aurais vu accumuler la journée parce que ce n'est pas facile, le domaine du social. Madame la ministre, j'aurais voulu aborder plusieurs questions avec vous. Malheureusement pour nous, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous n'avons peut-être pas abordé toutes les préoccupations. Avez-vous une préoccupation particulière que nous n'avons pas évoquée et ça sera votre mot de fin d'interview? Qu'est-ce que nous n'avons pas abordé? C'est le volet social. Je pense que, j'espère, quand le prochain projet de société de notre candidat, il ne nous a pas encore dit, hein, mais de notre candidat, il faudra que le chapitre sur le volet social soit vraiment au cœur. Parce que nous sommes un pays où le niveau de pauvreté est assez élevé. Et donc, nous avons beaucoup de compatriotes qui attendent de l'État cette assistance. L'assistance, ce n'est pas seulement dans les moments de sinistre, de catastrophe, mais il y a cette assistance
qui doit être menée en permanence auprès des personnes. Vous avez des personnes âgées, par exemple, qui ne peuvent plus travailler, surtout les personnes qui sont dans nos zones rurales. Il y a un volet aussi, toujours dans le social, que j'aimerais vraiment qu'on mette en avant. Ça va être pour l'autonomisation des femmes, qui est le secteur de ma collègue Madame Ingani. Mais pour que les femmes soient autonomes, il faut que nous les accompagnions à ce qu'elles soient autonomes. En leur apportant par exemple des crèches-garderies, même pour les femmes qui sont dans les zones rurales, pour leur permettre d'être plus efficaces, pouvoir aller au champ sans se soucier d'un enfant qu'on aurait laissé sous un arbre au risque de passage d'un serpent, ou encore un bébé qui va pleurer et la maman elle va passer la journée à bercer le bébé alors qu'elle a son champ à terminer. Et donc ces femmes-là dans les zones rurales méritent d'être assistées, accompagnées pour qu'elles soient vraiment autonomes. Même dans les ministères, vous avez des collaboratrices qui, 1-2 jours dans la semaine, non, il y a l'enfant qui était malade. Non, il n'y a pas eu de gardienne pour l'enfant. Elles ne viennent pas travailler. Mais nous ne pouvons pas empêcher aux femmes de mettre au monde, puisque la nation a besoin d'être peuplée. Et donc pour cela, pour que ces femmes soient efficaces, il faut les accompagner des garderies, au niveau des ministères ou au niveau des mairies, pour permettre aux femmes de pouvoir être vraiment en capacité d'être autonomisées. Parce qu'on ne peut pas parler d'autonomiser les femmes si la femme ne peut pas aller travailler, s'il faut qu'elle reste à la maison, garder les enfants, et ou encore s'occuper du mari qui est malade, qui ne peut plus sortir, ou d'une vieille maman qu'on pourrait placer quelque part dans cet hospice qui peut, même à la journée, pour la récupérer le soir. Donc il y a le système social doit vraiment être bien réorganisé et pour permettre aux femmes d'être réellement autonomisées. Voilà. Permettez-moi de vous offrir 3 exemplaires. Voilà. Cette émission a une version. Vous pouvez constater que sur le premier numéro, c'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et le deuxième numéro, nous avons là la première dame. Voilà, notre maman Antoinette Sassou Nguesso. Et enfin, ce dernier numéro, qui est très récent, on a là le CAMES et notre maman Mouibara, la maman du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Donc, notre mamie, exactement, mamie pour moi, maman pour vous. C'est mamie. C'est même mamie. Parce que le président a l'âge de ma mère. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci. Pour Madame Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbata, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à toute l'équipe technique de l'émission Portrait. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 19h pile, sur Télé Congo, avec bien entendu un nouveau profil et toujours avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous.